Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Notre premier invité est l'intellectuel algérien Kamel Daoud, écrivain et journaliste, un universaliste et un vitaliste, un irréductible en lutte contre toutes les formes du déni et de la victimisation. Pire, Daoud estime qu'il a le droit de parler du ciel sans passer par la mosquée. Cet insolent qui vénère Albert Camus et le perroquet de Robinson Crusoe publie un recueil de ses chroniques, Mes indépendances. Nous en parlerons avec lui et il restera avec nous pour le débat, car l'actualité, c'est l'acte de contrition du candidat Macron qui ce week-end a demandé pardon aux Français blessés par sa formule lancée d'Alger. La colonisation est un crime contre l'humanité. Au-delà de la polémique politicienne, nous n'y reviendrons pas d'ailleurs. Pourquoi ces plaies sont-elles encore si douloureuses 55 ans après la dernière indépendance, celle de l'Algérie précisément. Pourra-t-on un jour avoir une vision apaisée du fait colonial français? On en débattra. Troisième partie de l'émission, on retrouvera les bambins Mauduit et Saltiel qui évoqueront le cœur de la Catalogne qui bat et réclame des réfugiés à accueillir, et Ikea qui remise les femmes au placard, enfin à Méa Charim, en Israël. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Claude Askolovitch. Et bonsoir Kamel Daoud. Bonsoir. Parution chez Actes Sud de Mes indépendances, donc vos indépendances, vos chroniques, en tout cas une partie de vos chroniques publiées dans le quotidien d'Oran. Vous avez fait une sélection. Est-ce que c'est un adieu au journalisme d'une certaine manière? Vous n'allez plus écrire que des romans désormais? Quelque part, oui. Je voulais clôturer une époque avec un geste, avec un recueil. Un geste flamboyant. Oui, Ouais. par route d'honneur. Si possible. Exactement, mais en même temps en revenant et en précisant des champs d'enquête éditoriale pour moi depuis des années, des préoccupations, des obsessions aussi, que je voulais faire lire pour un public algérien, mais aussi pour un public étranger. International. Juste une chose avant qu'on passe à votre portrait, qu'est-ce que ça veut dire, la chronique, qui est un format court, doit requérir ou requiert la concentration du penalty? Ça intéresse beaucoup Askolovitch, qui est fan de foot. Moi, c'est une métaphore que j'utilise souvent, Oui. parce qu'on me demande qu'est-ce que la chronique. Je disais que le roman, c'est un match. C'est des hauts et des bas, des attaques et des contre-attaques. Par contre, la chronique, c'est le tir à l'arc, c'est la pénalty. C'est-à-dire qu'il faut de la précision, vous avez droit à une seule chance et vous marquez le but ou pas. Et bon qui est solitaire, le gardien de but ou celui qui écrit? Les deux. Bonne question. Bonne question. Mais dans ce Bon, cas-là, il va on dit réfléchir pendant son portrait. D'abord, votre empreinte digitale réalisée par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Kamel Daoud sur Internet, on découvre que votre nom en arabe se calligraphie comme ça. Pourtant, vous écrivez en français. L'arabe, dites-vous, est une langue de force, d'obligation, mais pas d'imaginaire. Vous êtes né il y a 46 ans à Mostaganem, en Algérie. Votre père, gendarme, se trouve régulièrement muté. Élevé par vos grands-parents illettrés, vous vous cultivez avec des romans que vous êtes le seul à pouvoir lire. Certains, comme 20 milieux sous les mers, sont à moitié déchirés. Pas grave, vous lisez des bouts d'histoire et fantasmez sur les titres d'autres auteurs mentionnés à la fin des ouvrages. J'ai des rêves d'enfant que je promène jusqu'à maintenant. À la littérature succède la religion. Dans les années 80, encore adolescent, vous participez à des campings pédagogiques à forte tonalité islamiste. Une quête religieuse et mystique qui s'éteint à l'âge adulte. À 20 ans, vous écrivez votre première nouvelle, La traversée du visage, et devenez 4 ans plus tard journaliste au quotidien d'Oran. Après les recueils, La fable du nain et La préface du nègre, vous publiez en 2013 votre premier roman, Meursault contre-enquête, dont le narrateur est le frère de l'arabe dans L'étranger d'Albert Camus. Ça vous vaut le prix Goncourt du premier roman et quelques mois plus tôt, une fatwa sur Facebook par un imam salafiste qui sera condamné à 6 mois de prison. Aujourd'hui, vous revenez avec Mes indépendances, une compilation de 182 chroniques, quasi toutes publiées dans le quotidien d'Oran. On retrouve une tribune proche de celle intitulée Cologne, lieu de fantasme imprimé dans Le Monde il y a un an. Un papier dans lequel vous tissiez le lien entre les agressions sexuelles du Nouvel An en Allemagne et le profond sexisme du monde arabo-musulman. Un article qui avait provoqué une réponse cinglante d'une vingtaine d'historiens et de sociologues vous accusant de véhiculer les clichés islamophobes les plus éculés. Mais vous a aussi valu le soutien sur Facebook du Premier ministre Manuel Valls. Kamel Daoud, vous habitez toujours en Algérie. Craignez-vous pour votre sécurité? Ah oui, c'est une question obligée. On s'interroge. On tient à vous. Je pense que ce qui se passe maintenant dans le monde vaut pour tout le monde. Ouais. Sans faire de raccourci, je ne vois pas encore. Je suis plus représentatif, ou je suis plus martyr, ou je suis plus important que la lycéenne qui kidnappée par Boko Haram, ou la jeune femme qui subit des sévices en Syrie. Vraiment, c'est quelque chose d'honteux pour moi. Je n'aime pas cette mise en avant, je n'aime pas cette sorte de casting. Et en même temps, je n'aime pas faire de la menace ou des menaces en règle générale l'obsession de ma vie. Je suis là pour vivre, pas pour penser à la mort qui m'a été proposée ou imposée.
Oui, et qui est tellement l'objet du fantasme des islamistes, notamment l'amour de la mort. Oui, mais j'essaie de réfléchir, je suis vivant, j'essaie de réfléchir cette vie et en même temps j'essaie d'échapper au casting de l'intellectuel dissident, militant qui vient du tiède, qu'on venait à l'époque du froid. Oui. Et donc j'essaie un petit peu de résister à ça, je ne suis pas dans ce cas-là. Kamel Daoud, vos chroniques, très jazz dans le style bebop, comme le dit d'ailleurs votre préfacier, vos chroniques sont évidemment écrites en français, c'est votre langue maternelle et surtout paternelle, c'est la langue que votre père vous a transmise, la langue française. Quel a été ce rapport à la langue? Un rapport érotique? Je crois que la première phrase que vous ayez réussi à déchiffrer en entier dans un livre, quand vous étiez petit, c'était « Elle s'avança vers moi, nue ». Entre guillemets. Disons que c'était l'inaugural. J'écris en français parce que c'est une langue du désir et d'imaginaire pour moi. Je suis bilingue aussi, c'est une chance magnifique. Pour moi, la langue arabe, c'est une belle langue qui restitue un patrimoine universel. Je n'ai pas parlé de la valeur de la langue. On ne peut pas se prononcer sur la valeur d'une langue. J'ai parlé de l'arabe, de l'usage idéologique et politique et soi-disant de propagande identitaire qu'on lui fait jouer. Pour le reste, je n'ai aucun complexe à écrire en arabe et en français, sauf que pour moi, le français, c'est une langue d'effraction. C'est une langue du désir, de la nudité, du corps et aussi du voyage, de l'autre versant du monde. Donc j'ai développé plus d'imaginaire en pensant, en écrivant en français qu'en écrivant en arabe. Ouais. Vous dites, à plusieurs reprises, on mesure l'état d'une civilisation d'une certaine manière. La santé d'une civilisation a son rapport à la femme. Et de ce point de vue, il y a un problème. Écoutez, je suis un Algérien qui dans la civilisation arabo-musulmane, hein, j'entends. Donc, c'est quelque chose qui me préoccupe, c'est quelque chose qui conditionne ma liberté aussi, oui. Le corps, le rapport à la femme. J'avais écrit il y a des années que lorsque la femme est enfermée, l'homme est prisonnier. Ce n'est pas un féminisme, disons, d'appoint, entre guillemets, c'est quelque chose de nécessaire pour moi. J'ai compris qu'il me fallait le spectacle de la femme libre, la certitude que la femme est libre pour que moi-même je sois convaincu et digne aussi de ma liberté. Et je pense que ça conditionne aussi notre rapport au monde, à l'imaginaire, au désir aussi. Ça nous renvoie au fameux texte sur les agressions de Cologne. C'est une question qui... est-ce que ce texte que vous avez publié dans Le Monde, donc en français, aurait pu ou dû peut-être être publié d'abord en arabe à destination du public arabo-musulman? Non, c'est plus complexe que ça. D'abord, le texte, ce n'est pas une fatwa laïque, c'est une opinion. J'ai émis une opinion, j'ai le droit d'exercer ma liberté et de dire ce que je pense. Maintenant, je parlais d'un effet pédagogique. Oui, pour l'effet pédagogique, j'allais y venir. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'article a été publié d'abord en Italie, donc il a eu un écho, donc pas d'hystérie. En Allemagne, je crois, pas d'hystérie. En Suisse allemande, pas d'hystérie. Je pense en Angleterre. Et bon, il arrive en France, et là, c'est l'hystérie. Je pense que cet article était peut-être important parce qu'il touchait d'une heure, quelque chose de profond, de l'affect. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, ce qui est fascinant pour moi, c'est l'hystérie qui a été autour, qui était plus révélatrice sur autre chose que sur ma propre personne. Révélatrice de quoi? Alors, de part et d'autre, de ce que j'appelle moi les chants de fantasmes, c'est-à-dire... c'est ce qu'on n'arrive pas à dire, ce qu'on ne veut pas dire et ce qu'on veut aussi ignorer. Un déni construit ici chez vous et là-bas, à tel point qu'on en est arrivé à disséquer le papier, alors que moi j'aurais souhaité qu'on dissèque l'état, enfin la situation de la femme dans mon monde à moi. Je ne pense pas que je sois important et ça je trouve assez énorme. Il y a eu un glissement où on ne parle pas, où on me semble de choisir ou de dire si j'avais tort ou j'avais raison, alors que moi je voulais que les gens réfléchissent avec moi sur la situation de la femme. Exactement, elle-même. Donc on en arrive à la situation où on dit Kamel, est-ce que vous n'avez pas tort d'écrire ce papier alors que moi j'avais envie qu'on se penche sur la réalité de la femme. Nadia, vous vouliez évoquer avec Kamel Daoud la situation des Algériens qui tentent de franchir la Méditerranée aujourd'hui encore, oui, c'est pour venir vers un Eldorado. Absolument, c'est un phénomène assez méconnu. On les appelle les haragas, les brûleurs de frontières. Ce sont ces milliers d'Algériens qui, chaque année, traversent clandestinement, faute de visa, la Méditerranée pour allier la France, l'Allemagne ou l'Italie. Parce qu'on parle beaucoup de l'immigration subsaharienne, alors que l'Algérie est classée au 9e rang des pays d'origine de migrants clandestins qui arrivent aux frontières extérieures de l'UE. Et il n'y a pas que des hommes pauvres et au chômage qui viennent tenter leur chance. Il y a aussi des femmes, des mineurs, des jeunes diplômés qui vont risquer leur vie pour obtenir un avenir meilleur, mais qui s'exposent aussi à des représailles de leur propre pays, parce que si un migrant algérien est intercepté en mer, il est poursuivi par la justice algérienne en vertu d'une loi qui criminalise ça. Est-ce que vous comprenez ces milliers de personnes qui veulent quitter leur pays, qui est aussi le vôtre ? Oui, je pense qu'il faut aussi peut-être rééquilibrer la vue. Ce n'est pas, je pense, une migration de chômage ou d'exclusion. L'Algérie n'est pas un pays pauvre. Fondamentalement, chaque fois, je rappelle que c'est une migration due à un environnement, enfin, dans la cause serait un environnement fermé. Vous savez, ce n'est pas par manque de nourriture ou de pain. C'est par manque de liberté et surtout d'espérance. Non, pas uniquement déçu au désir.
vous êtes dans un pays qui est quand même géré par une génération, alors que la génération dominante n'est pas celle qui est démographiquement la plus importante. Un pays sans amusement, sans offre culturelle l'époque où la consistante. jeunesse oranaise, votre ville, pensait inventer le rail, totalement révolu? Il n'y a plus rien? Oui, pour moi, oui. Enfin, pour beaucoup. Je pense que c'est une actualité. Il n'y a pas d'offre culturelle aujourd'hui en Il n'y a pas d'offre culturelle, il n'y a pas d'offre de loisirs, il n'y a pas d'offre de sens, il n'y a pas d'offre de liberté, il n'y a pas d'accès à l'espace public, il n'y a pas d'espace commun et public. Je pense que ce que les gens, ou certains fuient, ce n'est pas le manque de... C'est le manque de sens et de loisirs et du désir plutôt que le manque de pain ou de... Et pourtant, ce matin, vous avez, alors peut-être dans une sorte de provocation, une dimension un peu ludique, vous avez dit « je pourrais me porter candidat à la présidence de la République algérienne ». Non, ça justement, je pense qu'en France, qu'on est obsédé par le manque de candidats crédibles à la Ah, présidentielle. d'accord. On a projeté sur vous, enfin les journalistes ont projeté sur vous. vous. Les voyez un peu partout. Vous parliez de la nôtre? Non. Non plus. Ah, dommage. Si ça vous plaît, oui, il n'y a pas de souci. Oui, vous vous portez. D'accord. Une dernière chose, Kamel Daoud. Claude évoquait sans doute quelque chose qui a trait à votre solitude, la solitude inhérente de celui qui est un esprit libre en Algérie. Pourquoi êtes-vous fasciné par le perroquet de Robinson Crusoe, qui est un des textes fondateurs dans votre mythologie littéraire? Je pense que c'est un personnage sur lequel on ne s'est pas encore attardé. Il y a Robinson, il y a Vendredi, l'altérité, l'homme blanc, l'homme noir, le sauvage, etc. Mais en même temps, la question la plus métaphysique, c'est celle de la langue. Le perroquet de Crusoe apprend 5 mots. Paul Robertson, where are you? Paul Robinson, où es-tu? Et en même temps, j'imagine la condition humaine, d'un point de vue métaphysique, comme celle du perroquet, c'est-à-dire raconter toute une vie avec 5 mots. Nous ne sommes pas loin, nous avons peut-être 1000, 2000, 5000 mots, 10 000 mots, allons. Mais on est toujours dans cette limite du langage. Et j'ai imaginé, j'aime ce passage que je viens de relire dans Robinson, parce que je le relis souvent. Lorsque Robinson s'interroge, lorsque je vais quitter l'île, je vais abandonner ce perroquet qui va apprendre à d'autres la même phrase, et il imagine cette île qui jacasse avec une seule phrase, une population qui répète une seule phrase. C'est de l'ordre de la monstruosité du langage, ses limites et toute sa force. Le perroquet m'intéresse. Kamel Daoud, Mes indépendances chez Actes Sud. Vous restez avec nous puisque notre débat sur le passé français colonial qui ne passe pas vous intéresse et vous passionne. Un débat brûlant des deux côtés de la Méditerranée. Dans l'Algérie des islamo-conservateurs, l'hypernationalisme anti-France domine, c'est ce que vous avez dit récemment. Et puis en France, l'appel à une reconnaissance du crime colonial s'oppose à la glorification du roman national. La France peut-elle regarder en face son passé colonial? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Comme un écho au général de Gaulle. Je vous ai compris et je vous aime. Emmanuel Macron a repris hier à son compte l'une des plus célèbres déclarations du général, destinée alors à rassurer les pieds noirs. Je vous ai compris. Un copier-coller pour tenter d'éteindre une polémique, depuis qu'il a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. C'est un crime, c'est une vraie barbarie. Le candidat à la présidentielle s'est attiré les foudres des rapatriés français d'Algérie. Vous ne connaissez pas l'histoire de France. Je connais l'histoire de France. Ça fait mal, vous nous tuez une deuxième fois. Quoi. Non, ne dites pas ça. Vous nous accusez de choses que nous n'avons pas faites. Le rôle d'un président de la République, c'est de réunir la majorité des Français. Et là, vous avez perdu la majorité des pieds noirs. Les nerfs restent à vif, comme à chaque fois que la France se retourne sur son passé colonial. Action civilisatrice, l'œuvre sociale et sanitaire de la France ont eu pour conséquence un prodigieux développement de la population. Les descendants des colonisés et ceux des colonisateurs semblent encore avoir du mal à apaiser leur mémoire. La France se divise entre ceux qui refusent la repentance et ceux qui réclament des comptes à l'État français, à l'image de mouvements comme les indigènes de la République apparus dans les années 2000. Dans cette guerre mémorielle franco-française, peut-on aboutir à une histoire partagée? Comment réconcilier des mémoires blessées et concurrentes? Voilà, Kamel Daoud n'est plus seul sur son île. Vous êtes toujours avec nous pour ce débat. Et selon vous, quant à cette question de la colonisation, selon vous, l'idée que tout serait de la faute de la colonisation relève d'une forme de confort intellectuel que vous combattez. La colonisation était un crime, mais nous sommes responsables du présent. À côté de vous, Kamel Daoud, nous accueillons Sylvie Thénault. Bonsoir madame, vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS. Vous considérez qu'on ne peut pas mettre le positif et le négatif de la colonisation en balance d'une certaine manière pour savoir
lequel l'emporterait des deux. Ce serait selon vous un raisonnement plutôt biaisé et totalement indécent. Et enfin, Dimitri Casali, bonsoir monsieur, vous êtes historien essayiste, vous êtes spécialiste de l'enseignement de l'histoire, vous avez fait paraître Notre Histoire, ce que nos enfants devraient apprendre à l'école en septembre 2016 aux éditions de La Martinière. Vous considérez qu'il faut arrêter avec cette lecture culpabilisante de l'histoire. On voit bien ce qu'il se passe, dites-vous, depuis 20 ans dans nos banlieues, avec nos jeunes de banlieue, en entretenant un esprit victimaire et le rejet de la colonisation française. On compromet leur chance d'intégration. Nadia, une question d'un de nos internautes téléspectateurs, qui pose cette question. N'est-ce pas exclusivement aux historiens algériens et français de traiter cette question plutôt qu'à nos politiques? Sylvie Thénault, est-ce que le passé colonial doit rester l'affaire des historiens et des juristes pour ne pas être accaparé par les politiques, comme ça a l'air d'être un peu le cas? Ça dépend sur quel plan on se place. Moi, je pense que le passé appartient à tout le monde et que quand on est dans une démocratie, c'est absolument nécessaire que le débat existe et que tout le monde puisse s'en emparer. Là où nous, historiens, on a une parole spécifique, c'est par rapport à nos savoirs et à nos compétences. Et je voudrais tout de suite mettre quelque chose au clair, c'est que nous, les historiens, on n'est pas prisonniers de nos appartenances nationales. C'est-à-dire, quand on dit historien français et algérien, en fait, ça n'a pas de sens. On peut être en désaccord entre Français, en accord entre Algériens et Français. La question, c'est quelle vision de l'histoire on a, et on peut partager des visions communes au-delà de nationalité. Alors, effectivement, on va se concentrer sur l'Algérie. On voit que c'est instantanément ce qui magnétise le débat, alors qu'il y a eu d'autres pays colonisés. Mais on va rester sur cette relation passionnelle ce soir avec un chiffre. Oui, notre chiffre du jour, 55 ans. Les 55 ans qui nous séparent de ce 22 mars 1962, les accords d'Évian. Nous allons célébrer ou déplorer ces accords d'Évian. Dimitri Casali, vous faites partie de ceux qui déplorent ces accords d'Évian ou qui les célèbrent parce que c'était la fin de la guerre pour toute une génération d'appelés? Alors là, on va rentrer dans des détails. Effectivement, comme il y a eu encore des crimes après la date des accords d'Évian, vous savez, les fameux enlèvements d'Oran, effectivement, les 4000. Moi, je fais partie de ces historiens qui considèrent que la date est beaucoup plus tardive. Et la guerre d'Algérie s'est poursuivie après. Voilà, tout à fait. Pour revenir quand même effectivement sur la question précédente, on peut dire qu'il n'appartient pas aux hommes politiques à légiférer en histoire. Ça, c'est la phrase de Robert Badinter. Il n'appartient surtout pas aux hommes politiques de faire l'histoire. Il faut le laisser aux historiens. Et mais est-ce que sans faire de l'histoire, est-ce que les hommes politiques pourraient faire de la politique? Par exemple, les hommes d'État français aller regarder l'Algérie ou d'autres pays qui ont été colonisés en disant « nous sommes désolés de ce qui a été fait en notre nom ». La preuve, c'est Emmanuel Macron, on voit bien justement qu'il a fait une bourde énorme et qu'il ne maîtrise pas tous les éléments à charge et à décharge sur l'histoire coloniale française. On ne peut pas dire encore, il a repris la fameuse phrase de Gaulle, « je vous ai compris », en faisant un grave contresens historique, puisque cette phrase est considérée comme une métaphore de la traîtrise et de la trahison en histoire. Donc on voit bien qu'il Parce que de Gaulle était censé avoir dit au Pied Noir que la France resterait en Algérie. Donc on voit bien qu'il ne maîtrise absolument pas son histoire et sa culture, la culture historique qui permettrait effectivement d'apaiser. Moi, je suis pour une histoire à la fois avec tous les aspects négatifs et tous les aspects positifs pour trouver une histoire équilibrée et apaiser un peu les relations et surtout éduquer, puisque pour moi qui suis professeur d'histoire et qui ai appris l'histoire à l'école, il faut apaiser nos banlieues avant tout. Kamel Daoud, la colonisation, c'est un crime en soi, avant tout? Je pense que l'histoire a tranché dans ce cas-là. Je disais ce matin que ce n'est pas une colocation, ce n'est pas un dîner, ce n'est pas une histoire d'amour, ce n'est pas un mariage, c'est un crime contre l'humanité. Clair, net et précis. Sauf que je suis de la génération de la décolonisation. J'essaie de sortir de ce culte de l'histoire. Je me revendique du présent et de la présence au monde. Je ne veux pas que cette histoire finisse comme rente ou fonds de commerce dans mon pays. Mais pour moi, les choses sont claires. Moi, j'observe avec beaucoup de curiosité intellectuelle et débat chez vous, parce que ce qu'a dit Macron, ça vous concerne. C'est-à-dire, c'est à vous de trancher si c'est un crime pour vous ou pas. Pour nous, si, les Algériens, c'était un crime. Un ami me disait une très belle phrase ce matin, il m'a dit « Demander des excuses à la France, c'est quelque chose d'inutile, c'est transformer une belle victoire en défaite, parce qu'on n'en a pas besoin. » L'histoire a tranché. Là, je suis d'accord. L'histoire a tranché, et moi, ce qui me fascine intellectuellement dans tout ce débat autour de ce qu'avait dit Macron, c'est que j'ai l'impression que vous avez un déficit d'image
C'est-à-dire, vous cherchez une belle image, et puisque ça a peut-être le souvenir a mal vieilli, vous cherchez une image dans le passé. L'œuvre positive de la France, moi, je vous conseille de la construire maintenant. Faites œuvre positive maintenant. Ne cherchez pas combien de routes vous avez construit en Algérie, ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire, c'est ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est de sauver votre présent, et puis de guérir de votre passé. Et nous aussi, parce qu'il y a un culte pathologique aussi du passé qui ne nous permet pas de vivre le monde. Là où je partage un point de vue avec Kamel Daoud, c'est qu'effectivement, il faut savoir d'où on parle. Et donc, la question de savoir quel regard on pose sur le passé colonial, on n'y répond pas du tout de la même façon selon qu'on est en Algérie et citoyen algérien et selon qu'on est en France et qu'on est citoyen français. C'est évident, moi, il me semble, que toute nation, quelle qu'elle soit, gagne à affronter les questions brûlantes et compliquées du passé. Et donc je pense que la démocratie française et la nation française gagnent à affronter ce passé colonial comme d'autres. Tout le monde n'est pas du même avis. Faites-nous entendre François Fillon, Claude. François Fillon qui a manifestement entendu Kamel Daoud, rétrospectivement ou par anticipation, puisqu'au mois d'août dernier, quand il lançait sa pré-campagne pour les primaires de la droite, il avait évoqué la colonisation. François Fillon, c'était à Sablé-sur-Sarthe, et il exprimait qu'elle était un partage. Entendons-le. Je vois depuis des années nos dirigeants ignorer l'histoire de France, ou n'en retenir que les événements qui renforcent leurs convictions partisanes. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Un partage ? Vous cautionnez ce terme ? Moi, je cautionne la part de récit national dont parle François Fillon. Là, vous êtes le romantique. Non, l'historien. Est-ce que l'historien dit, quand la France est allée affronter les puissances algériennes de l'époque, est-ce qu'on voulait partager notre culture ou supprimer les pirates barbaresques ou conquérir une terre? Il faut replacer. Le problème c'est une question d'appropriation d'un territoire pour toute une série de motifs qui sont très complexes, qui peuvent être tout autant politiques qu'économiques. Économiques et militaires. Et il est sûr que dans toute colonisation, il y a des formes de violence qui s'exercent sur les sociétés, et y compris dans le domaine culturel. Par exemple, quand on met en place un enseignement qui se fait dans une langue qui n'est pas la langue native. Ça, c'est une violence en Algérie qui est restée très forte. Donc, sur ce que dit François Fillon, c'est un partage, mais un partage imposé. Donc, ce n'en est pas un. Moi, je me pose toujours la question. Dimitri Kazali, je me pose toujours la question, que serait devenue la France, la Gaule de l'époque, sans la colonisation romaine? C'est ça la question. Et pourtant, effectivement, César a exterminé plus d'1 million de Gaulois. Donc vous voyez, en fait, l'histoire, on confond l'histoire et la mémoire. Et ça, c'est le grave problème d'aujourd'hui. C'est depuis la loi Taubira de 2000, on confond l'histoire et la mémoire. Et on a la loi sur l'esclavage. Oui, la loi sur l'esclavage qui décrète que la traite négrière est un crime contre l'humanité, justement, depuis 2001. Et justement, depuis cette époque, on a du mal à enseigner correctement l'histoire d'une manière apaisée. Parce que là où je suis d'accord avec Kamel Daoud, il faut absolument réconcilier les mémoires aussi, effectivement, pour pouvoir aller vers l'avenir. Et vous êtes d'accord avec lui, mais Kamel Daoud n'a pas l'air d'accord avec vous. Qui veut marcher vers le... Restons dans l'idée du partage asymétrique. Faites attention à cette notion de mémoire, parce qu'elle est extrêmement piégée. Je pense absolument pas qu'on est en train de parler de mémoire. Si on parle, par exemple, d'oppression culturelle, parlons du système scolaire censé avoir été installé en Algérie, et vous avez 15% des enfants en âge d'être scolarisés qui l'étaient en 1954. Donc là, on ne parle pas de mémoire. Sur la question de réconcilier des mémoires, je pense que même pour les enseignants, c'est très important de ne pas assigner des individus à des groupes dont ils seraient porteurs de mémoire. C'est-à-dire que si vous avez dans vos classes des enfants issus de l'immigration maghrébine, vous ne pouvez pas préjuger de ce qu'ils savent de la colonisation ou de ce qu'ils ne savent pas. Et c'est là que l'histoire, l'enseignement de l'histoire est fondamental. D'avoir un enseignement objectif et équilibré. Avec quand même, nous les historiens aujourd'hui, on a produit un certain nombre de travaux depuis des dizaines d'années. Et nous avons beaucoup de difficultés en fait à faire fructifier et à apporter une plus-value dans l'enseignement ou dans le débat. Alors, Sylvie Thénault, Nadia, vous vouliez évoquer précisément la question de l'enseignement. Du fait colonial dans les écoles françaises, absolument. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il a quand même fallu attendre 1983, c'est assez tard, pour que la guerre d'Algérie entre au programme dans les lycées. Elle l'était dans les collèges, mais de manière plutôt succincte et partielle. Et puis, il y a une seconde période qui s'étend de 84 au début des années 2000 environ, au cours de laquelle la domination française est un peu moins euphémisée. Elle fait, par exemple, beaucoup de place à la question des harkis, mais les enjeux restent très schématisés. On va renvoyer dos à dos la torture et le terrorisme. Et 2005,
c'est évidemment une date clé, puisque cette année-là, un article de la fameuse loi du 23 février veut imposer au manuel scolaire de reconnaître, je cite, le rôle positif de la présence française outre-mer. Ça a déclenché une bataille de pétitions et les débats qu'on sait, notamment dans le milieu universitaire. L'article a finalement été supprimé, mais à partir de là, il y a effectivement une montée en puissance de certains sujets dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, par exemple, en classe de terminale, 3 manuels sur 10, c'est pas beaucoup non plus, évoquent les massacres de Sétif et de Guelma qui ont préfiguré la guerre d'Algérie. En 2008, pour la première fois, les camps de regroupement forcés sont mentionnés dans un manuel. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que même si ça s'est étoffé au fil des ans, l'enseignement du passé colonial en France, de la France, pardon, ne représente que 2 heures environ au collège et à peine plus au lycée. Dimitri Cazilet, est-ce qu'on fait bien les choses aujourd'hui dans notre manière on de les nous fait très mal. Non, aux élèves? Et est-ce qu'on fait assez? J'ai décortiqué tous les programmes de collège en particulier. Je peux vous dire qu'on étudie aujourd'hui une histoire uniquement culpabilisante et même criminalisante de la colonisation française. C'est-à-dire? Je vous ai apporté des manuels aujourd'hui, sur place, et effectivement, c'est pas l'inverse, pardon, il n'y a pas eu beaucoup de tabous, justement? Non, alors, il y a eu, effectivement, l'histoire est un balancier. Et vous avez raison, pour les années 60, 70, mais 80, ça a commencé à s'équilibrer. Mais depuis les années 90, il y a un grave déséquilibre. Et effectivement, c'est une vision négative, criminalisante et culpabilisante. Alors, Kamel Daoud, comment est-ce enseigné en Algérie? Alors là aussi, bonne on est dans l'usage idéologique de la mémoire ou de l'histoire aussi. Donc il ne faut pas, parce que ce que je disais tout à l'heure, autant la France que l'Algérie, nous avons cultivé ce que j'appelle moi une pathologie de l'histoire. Quand on voyage dans le reste du monde, on comprend que c'est un couple qui se dispute tout le temps et qui ne veut pas se taire. Donc la guerre d'Algérie pour vous, c'est votre guerre d'indépendance. Oui, il y a une autre signification c'est que la guerre d'Algérie en France. Oui, mais c'est une autre question. C'est-à-dire comment c'est enseigné et quel sens ça a pour moi. Ce sont deux questions différentes. Comment c'est enseigné? Moi, j'avais écrit un texte à l'époque, je disais que c'est un livre qui m'a été donné auquel manquaient les 50 premières pages. C'est-à-dire, ça m'a été enseigné comme un chant, comme un hymne, comme quelque chose de glorieux, mais quelque chose qui commençait en 1954, c'est-à-dire le déclenchement de la guerre de libération. Il y manquait tout ce qui était racine de mon pays, tous les hommes qui sont battus avant, les premiers nationalistes, les premiers royaumes, tout ce qui donnait de la racine et de l'identité à mon propre... Et j'ai découvert, il m'a fallu bien sûr une sorte de désaliénation par la lecture pour découvrir que l'histoire était beaucoup plus complexe, l'histoire de l'Algérie est beaucoup plus plurielle, mais que j'avais à tout refaire par moi-même et à refaire à défaut d'institutions qui pouvaient m'expliquer ça, et qu'il y avait aussi un usage rentier de l'histoire, autant qu'il y a un usage rentier du déni chez vous. Donc c'est ce que je voulais dire. Maintenant, ce que signifie l'indépendance, vous savez, moi je le répète souvent en Algérie, ce n'est pas un slogan. Il y a des gens, pour moi, c'est une date importante, fondatrice de mon pays. C'est une date d'indépendance. Des gens sont morts pour que moi, je sois libre d'être ici et de dire ce que j'ai envie de dire. Et ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, quel usage on fait des cimetières? Là, ça s'appelle du commerce. Là où il faut faire attention, c'est quand même de ce qu'est l'enseignement de l'histoire dans un contexte démocratique, où on n'est pas au service de l'État ni de la nation, et quand on est dans d'autres contextes. Merci de cette précision. Alors, la transmission précisément d'une histoire, d'une mémoire, ça se fabrique aussi avec un discours officiel en vigueur. Il y a un discours en vigueur de l'autre côté de la Méditerranée en ce moment. On va s'intéresser au porte-voix de la présidence Bouteflika. Il s'appelle Ahmed Ouyaya et il met de l'huile sur le feu quant à ces questions. Son portrait par Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis qu'Emmanuel Macron fait de la colonisation un crime contre l'humanité, un dignitaire algérien fait de la surenchère. Alors faut-il freiner Ahmed Ouyaya? Ahmed Ouyaya est ancien Premier ministre du président Bouteflika, patron du Rassemblement national démocratique, parti qui soutient le président Bouteflika, et directeur de cabinet du président Bouteflika. Il trouve la colonisation française pire qu'un crime contre l'humanité. Profitant de ce nouvel épisode sur la chimère coloniale, le Yesman défend les choix avisés, selon lui, du président Kakoshine. Non, le président Bouteflika, c'est pas un petit président c'est un président, bon. Et quand il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Pip, pap, pap, il décide tôt. Il sait bien. Dans le monde d'Ahmed, l'Algérie qui a surmonté colonialisme, terrorisme et tragédie des printemps arabes survivra à la crise pétrolière. Apparatchik, label rouge depuis 40 ans, Ahmed sait que l'or noir réalise 95% de ses recettes à l'export, que la diversification économique est en rade, que son pays importe presque tout ce qu'il consomme et que fin janvier, son indice de corruption a dégringolé de 20 places. Ouais, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Bon, ça va. Et alors que la colère gronde dans les faubourgs d'Algérie, le bouteflicolâtre Ouyaya plaide pour une évolution des mentalités, celle des autres, moyen de surmonter notamment l'influence extérieure colonisatrice. Aveuglement, alignement, diversion, un abominable crime contre la prospérité. Merci Thibault Nolte. Kamel Daoud, 88% à peu près de la population algérienne est née après l'indépendance. Est-ce que ces jeunes gens et jeunes femmes en ont pas marre d'entendre parler précisément de cette période? Alors oui, je peux vous répondre par oui, mais en même temps, je vous dis que les discours dominants restent des discours idéologiques très puissants, par l'école, par les télévisions, par les calendriers, par les célébrations. Le discours politique reste un discours de légitimation par la guerre d'indépendance. Donc il faut à cela s'est greffé un petit peu les relations cauteuses entre la France de maintenant et l'Algérie de maintenant aussi. L'impossibilité de circulation des personnes, donc champ ouvert pour les préjugés, pour les récupérations de part et d'autre, pour les radicalismes qui essaient un petit peu de trouver de la clientèle. Donc tout ça, ça se greffe et ça transforme cette image-là. L'affect reste, l'affect est marquant en Algérie et il se transmet de génération en génération. Claude, Dimitri Kazali dit beaucoup qu'il faut avoir une certaine manière de parler de l'époque coloniale, notamment pour apaiser notre situation dans les banlieues. Donc comme j'ai parlé de Kazali, c'est question pour vous, Sylvie Thénault. Est-ce qu'il y a dans l'actualité contemporaine politique, notamment autour de la question de l'islam, de celle du voile, qui serait compatible ou non avec la République, des échos de ce qu'était la guerre d'Algérie, notamment cette cérémonie de dévoilement des femmes en 58, qui signifiait à l'adhésion à la France? Le trait de continuité, c'est le rapport de la France et des pouvoirs public français à une population dite musulmane. Là, il y a une continuité tout à fait forte. Et historiquement, la France a eu, avec les populations musulmanes, des attitudes très différentes. Il y a eu une politique musulmane de la France pendant la colonisation, où la France aurait bien voulu se présenter elle-même comme une puissance musulmane, parce que ça ne pouvait que justifier sa domination sur des territoires coloniaux dans lesquels les populations étaient musulmanes. Quel rapport ça a encore avec aujourd'hui? Je crois qu'il y a quelque chose de très fort autour des représentations, et y compris dans la façon dont on utilise le terme musulman. C'est-à-dire que normalement, le musulman, c'est un croyant de l'islam, sauf que vous savez très bien qu'aujourd'hui, ça prend des définitions beaucoup plus floues, et on peut en venir à définir comme musulmans des gens qui ne sont pas stricto sensu. Ça, c'est un héritage direct de la période coloniale. En Algérie, les Algériens étaient français de nationalité, mais citoyens de seconde zone, et avec un statut personnel musulman. Et on les appelait les musulmans même quand ils ne l'étaient pas. L'administration coloniale appelait des musulmans convertis au catholicisme, elle les appelait encore musulmans. Donc on a conservé l'essentialisation exactement, une essentialisation et une extension du sens de ce mot avec la désignation d'une population qu'on pourrait nommer autrement. Une dernière question, Claude. Dimitri Kazali, puisque c'est votre thème, est-ce qu'on peut réconcilier la France d'aujourd'hui en parlant d'une certaine manière de ce que nous avons vécu à l'époque coloniale? Il y a deux choses. Il faut réconcilier les Français entre eux, ça c'est sûr, mais il faut aussi, et ça c'est vraiment le but à atteindre, cette histoire d'amour-haine avec l'Algérie, puisque c'est une histoire d'amour et de haine aussi. Moi je le pense sincèrement. Il faut essayer de la subjuguer pour essayer de rebâtir des nouvelles relations, pour essayer de jeter un pont sur la Méditerranée, pour se servir, vous vous rendez compte, pour la guerre économique qui s'annonce demain contre le bloc chinois et le bloc américain, il faut absolument s'allier. Alors on a tellement d'appétence et de points communs, ça c'est sûr. C'est le mot de la fin. J'allais pas dire ça c'est sûr, mais j'allais dire c'est le mot de la fin. Merci à tous les trois. Je rappelle vos chroniques. Mes indépendances aux éditions Actes Sud, le dernier geste du journaliste Kamel Daoud en attendant le prochain roman qui est en cours d'écriture. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à tous les trois. Dans un instant, Xavier Mauduit, en Catalogne, terre d'accueil pour les poètes et les réfugiés républicains espagnols en 1939. François Saltiel au placard. Mais d'abord des intox. Ce soir, déconstruction d'une désinformation. La députée du Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen, opposée à l'IVG, trafique littéralement un sondage réalisé par l'IFOP en falsifiant la question qui a été posée. Marion Maréchal Le Pen continue d'être opposée à l'avortement contre la ligne de son parti. Pour justifier cette position, tous les moyens sont bons, y compris récupérer une étude de l'IFOP pour dire n'importe quoi. Sur RTL ce week-end, elle affirme donc que près de la moitié des femmes avortent pour des raisons économiques.
Non mais moi je suis choquée que des femmes ne puissent pas garder leur enfant pour des raisons économiques. Des sondages qui ont été réalisés sur le sujet, qui sont des sondages de grands instituts, je crois que c'est l'IFOP celui auquel je me réfère, révèlent que à peu près 47%, ce qui est quand même pas négligeable, le font pour des raisons économiques. IFOP, chiffre précis, tous les ingrédients sont là pour faire croire à quelque chose de complètement faux. Ce n'est pas la première fois que la frontiste citait ce chiffre de 47%. Elle l'avait déjà sorti lors de débats à l'Assemblée nationale et au cours d'une interview au journal d'extrême droite Présent. L'IFOP a bien réalisé une étude sur les femmes et l'IVG en 2010, commandée par l'association anti-avortement Alliance Vita. Mais Marion Maréchal Le Pen aurait dû le lire plus attentivement. L'IFOP n'interrogeait pas des femmes ayant eu recours à une IVG, mais un échantillon de l'ensemble des femmes françaises de plus de 18 ans. Une des questions posées était donc, devant une grossesse imprévue ou difficile, quelle est selon vous l'influence principale qui pousse une femme à décider de recourir à l'IVG ? Le chiffre de 47% représente ainsi la perception qu'ont les personnes sondées des raisons qui poussent les femmes à avorter et non pas les raisons de celles qui ont réellement eu recours à l'IVG. Ce n'est peut-être qu'un détail de l'histoire pour Marion Maréchal Le Pen, mais en réalité, cela change tout. Bravo Désintox. Ça va Thierry Ardisson? Ça va bien. Vous avez plus de cheveux que l'original. Ça me rappelle des souvenirs sans doute. Oui, un peu. Et vous? Oh, bah, moi, ça va toujours. Moi, ça va toujours. Hein? On commence avec vous d'ailleurs. Remettons-nous un petit peu, on va se concentrer. Alors, un week-end de manifestations d'élan du cœur à Barcelone, 160 000 personnes dans la rue pour réclamer les migrants, les réfugiés qui avaient été promis. Et pour le moment, la politique d'accueil est un tout petit peu timide, n'est-ce pas? Oui, tout petit. Quel était le slogan? Plus d'excuses, accueillons maintenant. Ouais. Et alors ça vous a rappelé de l'accueil qui a été fait pour des réfugiés, des poètes, des combattants républicains en 1939. Et c'est ça, parce que nous restons à Barcelone et nous allons le 26 janvier 1939, quand la ville tombe aux mains des troupes nationalistes du général Franco. Ça fait 3 ans que la guerre civile déchire l'Espagne. Et pour les républicains, la chute de la Catalogne signifie évidemment l'exil. C'est ce qu'on appelle la retirada, autrement dit la retraite. Et bien parmi tous ceux qui sont obligés de quitter la Catalogne, il y a Antonio Machado, un poète, une figure de la littérature espagnole qui s'était engagé du côté des républicains, mais qui sait que la poésie ne protège pas de la mort. Son ami, le poète Federico García Lorca, avait été fusillé par les milices franquistes en 1936 à Grenade. Et d'ailleurs, à ce propos, Machado avait écrit « El crimen fue en Granada », le crime fut à Grenade. Eh bien, là, Machado quitte l'Espagne et il va vers la France. Il est accompagné de sa maman, une vieille dame, un nonagénaire. Il est avec son frère et puis quelques dizaines de milliers de réfugiés espagnols qui veulent éviter une répression certaine. Et tous ces gens-là, donc, arrivent en France où, hélas, le gouvernement d'Allegri a du mal à ouvrir ses frontières parce qu'ils sont tiraillés. D'un côté, il y a la tradition française d'accueil envers les réfugiés politiques et puis de l'autre, il y a la peur de voir arriver ce qu'on appelle les indésirables, les rouges. Après une longue marche, Antonio Machado arrive, il a 64 ans, il est épuisé, il est dépité et quelques jours plus tard, il meurt le 22 février. 3 jours après, meurt sa mère qui, elle aussi, est arrivée au bout du chemin. Et pourtant, pour les Républicains, la lutte continue parce que, suivant un poème de Machado, c'est en marchant que l'on construit le chemin. C'est beau. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. C'est beau et c'est fort. C'est beau, hombre. Alors, qu'est-ce qui se passe au placard? Au placard, en Israël. Oui, en Israël, les Ikea en Israël, c'est ça qui met les femmes au placard. Mais oui. Où est-ce qu'elles les mettent d'ailleurs au placard? Dans un catalogue qui est directement adressé à sa communauté juive ultra-orthodoxe, une communauté qui représente 10% de la population, donc 10% du marché, qui a eu le droit à un catalogue spécialement fait pour eux. Exactement, spécialement fait pour eux, un monde même imaginaire où chaque femme disparaisse de toutes les pages, un monde qui est finalement fidèle à leurs principes religieux, où les femmes peuvent pervertir les hommes. Appréciez plutôt la différence de la couverture entre la version israélienne classique d'un côté, sur la gauche, et puis celle qui est donc adressée à cette communauté juive ultra-orthodoxe, où on voit un homme plongé dans ses lectures religieuses avec ses 2 enfants à ses pieds, ou en train de préparer seul le petit déjeuner. On va le voir, certaines personnes s'amusent d'ailleurs sur Twitter en considérant que les juifs ultra-orthodoxes sont devenus des familles monoparentales.
La légende reste inchangée, c'est profiter de la convivialité familiale sans les femmes. Donc, alors forcément, ça a suscité de vives critiques en Israël. Devant ce tollé, le Suédois a platement présenté ses excuses où il nous dit « Cette brochure ne respecte pas nos valeurs d'égalité entre les sexes ». Tout en reportant la faute sur la branche locale, cette initiative n'a pas transité par le siège de l'entreprise. Une bonne manière pour le spécialiste du meuble en kit de s'excuser sans se démonter. Sauf que ce n'est pas la première fois. Je sens l'influence de bébé de Co. Celle-là, on l'a travaillé ensemble. Mais ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'IKEA nous faisait le coup. Déjà en 2012, en Arabie Saoudite, ils avaient eux aussi adapté cette brochure au quotidien des Saoudiens où une fois encore, les femmes avaient totalement disparu, comme par magie. Là encore, des excuses quasiment les mêmes. Nous aurions dû nous rendre compte qu'exclure les femmes entre en conflit avec les valeurs de groupe. Même stratégie donc pour le géant de l'ameublement, issu pourtant d'un pays, la Suède, en pointe dans le combat pour l'égalité homme-femme. Il faut croire donc que IKEA suit surtout les belles valeurs des tables de loi du marché. Alors, ou bien c'était un plaidoyer pour l'homoparentalité en milieu orthodoxe, d'ailleurs les papillotes peuvent être des nattes, ou bien c'était un hommage rendu à la femme dans ces familles ultra-orthodoxes. Souvent l'homme étudie les textes sacrés pendant que la femme travaille pour nourrir le foyer. Si elle n'est pas dans le catalogue, vous êtes disponible. Voilà. Le pile-poule talmudique, il est là. Bon, merci mes amis, c'est magnifique. Merci de votre fidélité à 28 minutes. À suivre sur Arte Chérie, une soirée cinéma avec Grégory Peck et Charlton Heston, plein de Peck, dans un western pacifiste étonnamment d'à propos, Les Grands Espaces de William Wyler. Et à 23h35, Fidelio. Un drame plus intimiste, Une femme à la mer avec Ariane Labed. On se quitte en musique avec Amina, c'est le dernier qui parle, qui a raison. Magnifique. À demain, tchuss. C'est le dernier qui